Zemmour était à Calais pour parler immigration, dénoncer l'Europe, justement, et ça a été un déplacement au cours duquel Éric Zemmour a été fraîchement accueilli, comme l'a constaté pour BFM TV Léopold Audebert, qui est à Calais, toujours sur place. Hein. Oui, absolument. Alors Alain, c'était un déplacement particulier parce qu'il a voulu se poser en duel, Éric Zemmour, avec Emmanuel Macron, qui était lui à Strasbourg. Vous l'avez dit, il a dénoncé un président de la République impuissante, voilà ce qu'il a expliqué. Et puis un peu plus tard, il s'est déplacé, cette fois-ci dans un restaurant pour échanger avec des syndicats de police. Mais là, surprise, il y avait des manifestants, une trentaine à peu près, dont un collectif Antifa. Écoutez les réactions de ces manifestants à son arrivée, Éric Zemmour qui était dans le restaurant. Voici donc leur réaction. Qu'il puisse se présenter à des élections présidentielles, c'est d'une part à la fois révoltant et complètement absurde. Il faut se conduire comme un vautour pour ne pas savoir ce que vivent les exilés chez nous. Vraiment, c'est indécent de venir aujourd'hui faire sa communication sur toute cette situation humanitaire qui est catastrophique. Et on a besoin des solutions réelles d'accueil. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit que les mineurs isolés sont des violeurs. Alors ces scènes de manifestants, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on les avait pas vues, puisqu'Éric Zemmour ces dernières semaines se déplaçait surtout dans des ruralités, des petits villages, avec moins de monde. Et là évidemment, quand il revient dans des grandes villes, des personnes se déplacent. Quelles conséquences ça a eu très concrètement? Eh bien très simplement, le déplacement a été écourté. Une séquence devait être ouverte à la presse, mais finalement Antoine Diers, que vous allez entendre dans quelques instants, qui est le directeur adjoint de la stratégie, a finalement annulé cette ouverture à la presse. Écoutez-le. En fait, là, moi, je vois pas des manifestants. Je vois des gens qui nous empêchent de nous exprimer. Et donc, vous voyez, moi, ça me pose un problème. S'ils manifestaient plus loin, sans nous mettre la pression comme ça, oui, ce serait des manifestants. Mais là, c'est plus que des manifestants. On peut pas poursuivre dans ces conditions. Le déplacement, il est écourté puisqu'annulé. Non, Éric Zemmour, il va poursuivre son déplacement, mais on n'est pas en mesure de vous faire suivre. Là. Il y avait une séquence supplémentaire ouverte à la presse, normalement. Non, Éric Zemmour, il va avoir plusieurs points de fixation de migrants, là, et après, il rentre. Mais on peut pas vous faire suivre dans ces conditions, vous voyez. Ça va être comme ça pendant toute la campagne? Faut leur demander, est-ce qu'ils vont nous laisser... C'est à vous que je pose la question en l'occurrence. Bah moi je vous dis, demandez-leur, est-ce qu'ils vont partout nous poursuivre comme ça? Je suis pas très inquiet. Bon, en fait, très concrètement, Alain et Olivier, ce qu'on a observé aujourd'hui, c'est comme une sorte de retour en arrière avec cette séquence à Marseille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait été extrêmement compliquée pour lui au mois de novembre. Est-ce que, comme je le demande à Antoine Diers, ça va être pareil pour la suite de la campagne? On va l'observer de près, mais en tout cas, très concrètement, aujourd'hui, c'est un déplacement qui était symbolique pour Éric Zemmour, symbolique, mais compliqué également sur le terrain. Léopold Audebert du côté de Calais avec Arnaud Pelletier pour BFM TV. Alors on va en parler avec Benjamin Duhamel qui est avec nous ce soir, Alexandra Dublanche qui est l'une des porte-parole de Valérie Pécresse. Bonsoir. Et puis Franck Alizio, le porte-parole du Rassemblement National, vice-président du groupe RN à la région PACA et qui bien sûr soutient la candidature de Marine Le Pen. Benjamin Duhamel, donc c'est un déplacement encore difficile pour Éric Zemmour. Effectivement, on se souvient de Marseille. Calais, c'est compliqué. Après, ce sont un peu toujours les mêmes qui viennent accueillir bruyamment le candidat Zemmour. Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs ce que précisait Léopold, c'est que la stratégie d'Éric Zemmour, notamment suite au fiasco de Marseille, était de dire bon ben maintenant on arrête les grandes villes. Maintenant on va dans des petites villes rurales, on essaye de prévenir un peu la presse, mais parfois avec des séquences sans presse pour précisément éviter ce type d'image. Sauf que dans une campagne, on ne peut pas aller que dans les villes rurales. Et là, en l'occurrence, il était à Calais pour parler d'immigration au moment même où Emmanuel Macron était à Strasbourg. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette séquence, elle est aussi symptomatique du trou d'air dans lequel est Éric Zemmour. Ou si on doit faire les quelques derniers jours, il y a ce qui s'est passé ce week-end avec la polémique sur ce qu'il a dit sur la scolarisation des enfants handicapés. Il y a sa condamnation en justice. Il y a ce déplacement. Et cette impression au fond que dans l'équipe d'Éric Zemmour, et d'ailleurs c'est des discussions qu'on peut avoir en coulisses avec les uns et les autres qui sont plutôt d'accord avec ça, on ne sait pas comment relancer une campagne qui est dans un trou d'air. Ils ont l'impression d'avoir tout donné entre septembre et décembre, d'avoir sorti un certain nombre de cartouches, d'avoir effectivement suscité beaucoup d'attention médiatique, politique, et là d'avoir un mois de janvier où en réalité les choses retombent, le Covid a pris beaucoup de place, et donc on ne sait pas précisément comment relancer la campagne, et ça se voit aussi. Les déplacements d'Éric Zemmour, ça fait penser à ceux de Marine Le Pen il y a quelques années, qui étaient toujours aussi embêtés, il y avait toujours un comité d'accueil. Ouais, ça remonte encore plus, c'est encore plus vieux que Marine Le Pen, c'est toujours Marine Le Pen, parce que moi, j'ai rejoint le Rassemblement National depuis 2015, c'était déjà apaisé, on va dire, la relation de Marine Le Pen avec les Français. Évidemment que c'est, comment dire, oui, c'est ce que Benjamin Duhamel qualifie de trou d'air. On sent bien que les équipes étaient pas prêtes pour la campagne. On sent bien que le rythme n'était pas bon d'ailleurs. C'est vrai que c'est démarré
trop tôt, trop vite. Après, il y a eu un effet nouveauté, puis ça s'est essoufflé. Une campagne, ça se construit avec les Français, mais ça se construit aussi par une série de propositions. Et on le voit bien. Maintenant, moi, ce qui me choquera toujours, et que ce soit un autre candidat que le mien, ça me choque également, c'est que l'on empêche un candidat à la présidentielle de faire campagne. Voilà. Je considère que la démocratie, c'est permettre à chacun de faire campagne et de ne pas l'empêcher de faire campagne avec des arrière-pensées, pour parler vulgairement. Enfin, le voir baisser dans les sondages, ça vous arrange quand même. Pour foutre le bordel. Pour regarder ça avec un œil de bienveillance. Enfin, je veux dire, c'est une bagarre, elle doit se faire à la loyale. Voilà, alors, il a le droit de faire campagne. Nous aussi, force est de constater que manifestement notre campagne marche mieux. On est c'est sur les idées qu'on veut gagner. C'est les personnalités des candidats. Mais les images, ça compte aussi lors d'une campagne présidentielle. Du côté des équipes Pécresse, on regarde les sondages, on voit quand même qu'Éric Zemmour a un petit peu décroché. Le match à 3 pour la place en finale face à Emmanuel Macron est devenu un match à 2 aujourd'hui, essentiellement entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. En tout cas, ce qu'on voit sur ces images, je pense, c'est encore de la discorde, du désordre, et je pense que le pays n'a pas besoin de ça. Et ça tranche tellement avec l'émission de Valérie Pécresse hier sur votre chaîne face aux Français, où on parle concrètement des problèmes que rencontrent nos concitoyens, en apportant des réponses aussi très concrètes et avec courage, c'est-à-dire en ne disant pas chacun ce qu'il veut entendre, comme peut le faire aussi Marine Le Pen, en expliquant qu'il faut cesser de distribuer des chèques à tout va, mais par exemple proposer une augmentation de 10% des salaires nets. Et donc, on voit que c'est ça dont les Français ont besoin. Et je regrette aussi peut-être que parfois Éric Zemmour se empêché de faire campagne, mais en tout cas, partout où il va, il sème la discorde. Et ce n'est absolument pas ce dont on a besoin. Oui, mais en même temps, cyniquement, votre intérêt, c'est qu'Éric Zemmour décroche pas trop, puisqu'il prend des voix à Marine Le Pen et permet à Valérie Pécresse d'espérer cette fameuse qualification pour le deuxième tour. Pour être au second tour. Sinon, vous n'avez pas de fenêtre de tir pour être au second tour. Votre fenêtre de tir, c'est la candidature d'Éric Zemmour. C'est pour ça que vous allez lui donner les parrainages. On n'a pas les yeux rivés sur nos concurrents. Nous, on avance et on avance sur du concret. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, regardez Valérie Pécresse, sa campagne. Aujourd'hui, elle est dans le Lot en train d'avancer des propositions sur la formation, sur le handicap, en ne se préoccupant pas ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen. Mais Franck Alizio vient de vous accuser de vouloir donner des parrainages à Éric Zemmour, c'est vrai ça? Ça, on a déjà répondu, c'est totalement faux, on l'a déjà dit, et que ceux qui parraineraient Éric Zemmour s'exclueraient d'eux-mêmes des LR. J'en viens de l'UMP, je sais très bien que c'est Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac qui avaient donné leur parrainage à Bruno Maigret. Ça a l'air de vous déranger, mais c'est faux, malheureusement. Et à Philippe de Villiers. Non, mais je veux dire, c'est les chiffres. Je veux dire, si demain Éric Zemmour ne peut pas être candidat, et encore une fois, c'est la démocratie, il vaut mieux que tous ceux qui représentent quelque chose soient candidats. Qu'il soit pas candidat quand même. Mais s'il n'est pas candidat, Marine Le Pen est à 25% et donc il n'y a plus de match avec Valérie Pécresse. Voilà. Je peux que le report se fasse complètement comme ça. Qu'est-ce qui va faire les différences justement? Parce que Valérie Pécresse est dans les derniers sondages à un point derrière Marine Le Pen en moyenne. Qu'est-ce qui lui manque en fait pour s'imposer vraiment devant Marine Le Pen, devant Éric Zemmour, et être sûr d'être qualifié pour le deuxième tour? Je pense déjà que on voit dans tous les sondages, même si nous on reste prudents et voilà on les regarde, vous savez bien la phrase de Valérie Pécresse, la queue du chien, mais on voit que c'est la seule à même de battre Emmanuel Macron au deuxième tour. C'est ça le plus important, parce qu'elle a de la crédibilité. Et elle a de l'expérience aussi, elle a été en capacité de gérer des milliards à la tête de sa région. Et donc c'est ça qu'on veut montrer pendant cette campagne, c'est la crédibilité. Et encore une fois, elle l'a remontré hier et elle le montre au fur et à mesure sur les propositions. En attendant, on n'entend pas de propositions d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen. On entend des cadeaux, la retraite à 60 ans, des mesures complètement démagogiques qui seraient soi-disant financées avec une simple réforme de l'immigration qui permettrait de faire 80 milliards d'économies. C'est complètement... C'est impossible. En fait, le match, il va être là. Voilà, donc la crédibilité. Le chiffre. C'est celui que vous annoncez. Le gain financier de l'application de notre projet de loi référendaire sur l'immigration, c'est 16 milliards d'économies par an. Pourquoi, on est très loin des 80 milliards. Sur quoi vous faites des économies? Tout simplement les aides sociales qui ne seraient plus, distribuées. Puisque vous stoppez l'immigration. Automatiquement, et que vous faites la priorité nationale, eh bien, automatiquement, vous faites des économies en termes d'aide sociale, allocation familiale, mais vous RSA, expliquez financer toutes vos réformes grâce à ça. Toutes les aides sociales. Non, il y a aussi la fraude à laquelle vous n'êtes jamais sérieusement attaqué. Il y a aussi la fraude sociale, la fraude fiscale. Il y a aussi les 9 milliards qu'on donne sans retour à l'Union européenne. Eh bien, il faudrait revenir, tiens, à l'époque de Jacques Chirac, on donnait 1 à 2 milliards de contributions nettes. Il faudrait revenir là-dessus, on gagnerait aussi 5 milliards.
Voilà. Finalement... Donc, honnêtement, sur la hausse des salaires, nous au moins, notre proposition sur la hausse des salaires, elle est expliquée. On n'a toujours pas compris comment Valérie Pécresse augmenter tous les salaires de 10%. Ah ben, relisez. Non, mais déjà, la reprise par l'État des attendez, vous avez posé une question. Elle est bonne, il n'y aura pas de cotisation patronale sur les 10% d'augmentation. Comment vous augmentez les salaires? Elle l'a expliqué plusieurs fois avec une augmentation de 3% dès cet été, dès le mois de juin, reprenant les cotisations retraite à la charge de l'État et après en entamant une grande discussion avec les partenaires sociaux, les fédérations patronales. Donc c'est un cadeau, donc c'est du déficit. Donc vous faites ce que vous nous reprochez, puisque vous avez aggravé le déficit de la protection sociale. Milliards d'économies à côté, monsieur. On ne peut pas parler. On fait 75 milliards d'économies à côté. C'est ça la crédibilité du programme de Valérie Pécresse, avec la réforme des retraites. Promettre la retraite à 60 ans, franchement, c'est complètement irresponsable. La réforme de l'assurance chômage, une grande réforme de... Je peux parler ou pas du tout? Pas en même temps, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Pas du tout. La réforme de la décentralisation, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, principalement, qui permettront de faire ces 75 milliards d'économies pour financer les réformes que nous proposons. Contrairement à vous, où ce sont des chèques, des mesures démagogiques sans aucune mesure d'économie. Mais Benjamin Duhamel, ce sont des mots. Marine Le Pen, enfin, le camp de Marine Le Pen et le camp de Valérie Pécresse ont plutôt été aller chercher l'un l'autre pour petit à petit mettre sur la touche Éric Zemmour, quoi, pour jouer stratégique. Oui, effectivement, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a quasiment pas de porosité entre l'électorat de Marine Le Pen et l'électorat de Valérie Pécresse. Par contre, il y a une sorte de rond au milieu qui est grignoté par Marine Le Pen et par Valérie Pécresse, c'est précisément l'électorat d'Éric Zemmour qui peut être aspiré. Le pari de Marine Le Pen, quel est-il? C'est d'incarner le vote utile, qu'en réalité, la différence soit telle dans les sondages qu'à un moment donné, les électeurs du camp de la droite nationale, nationaliste, extrême droite, selon qu'on veut l'appeler, eh bien, se disent qu'en réalité, la meilleure chance pour accéder au second tour soit Marine Le Pen. Et puis côté Valérie Pécresse, c'est d'aller chercher cet électorat de droite dure, une partie des fillonistes, eh bien pour, là encore, incarner la capacité à battre Emmanuel Macron. Et on voit bien les deux arguments, mais c'est indéniable que Valérie Pécresse a intérêt à ce que Éric Zemmour ait ses parrainages, parce qu'il y aurait effectivement, même si les vases communicants ne seraient peut-être pas purs et parfaits, il est évident que si Éric Zemmour ne pouvait pas concourir au premier tour de l'élection présidentielle, cela bénéficierait à Marine Le Pen et donc cela mettrait en difficulté Valérie Pécresse. Juste pour préciser quelque chose, il y a un fait historique, il y a un chiffre historique ce soir dans le dernier rolling du soir. Pour la première fois, Marine Le Pen et Valérie Pécresse font le même score au second tour face à Macron. Des scores perdants. C'est historique. Bah oui, 46%. Oui. Mais donc, Valérie Pécresse perd son dernier argument qui était mais moi je peux gagner. Enfin bah non. Marine Le Pen a autant de chances que Valérie Pécresse de battre sur Emmanuel un Macron. sondage avec les dizaines et les centaines de sondages. Alexandra Dublanche, oui mais dans ce cas-là c'est pareil. Oui mais non mais nous c'est pour ça qu'on les commente en général. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Hier, on a vu une Valérie Pécresse sur BFM TV qui jouait la carte, effectivement, de la compétence. Je connais mes dossiers, je connais les chiffres. Est-ce que c'est suffisant pour gagner la présidentielle? Moi, j'avais l'impression de voir une Premier ministre hier, une chef de gouvernement. Mais la présidentielle, c'est autre chose. Il faut aussi donner une dimension supérieure, parler de la France, une vision. Oui, et c'est ce qu'elle donne. Alors peut-être que le format de l'émission rentrait directement dans des questions extrêmement précises auxquelles elle a toujours répondu, encore une fois, je le dis, avec authenticité mais aussi courage, en disant pas parfois aux gens ce qu'ils voulaient entendre. C'est parfois compliqué, mais il faut le faire contrairement à nos opposants. Et moi, je pense que les Français verront les incohérences de Marine Le Pen, par exemple, qui a dit tout et son contraire sur l'euro, qui dit tout et son contraire sur le confinement à quelques mois d'intervalle. Et les Français veulent quelqu'un en qui ils ont confiance, parce que là, le pays ne s'en remettrait pas de repartir pour 5 ans de zigzag et de promesses non tenues. Valérie Pécresse, c'est très différent d'Emmanuel Macron. C'est très différent, oui, sur tout un tas de sujets, même les sujets économiques. Je peux prendre l'explosion de la dette ou... Alors, pour prendre l'exemple de sa région, elle a fait des économies dans sa région, 2 milliards d'économies dans sa région, moins 10% de baisse des effectifs. Oui, c'est très différent sur le régalien, aussi sur l'ordre et l'autorité. Et donc ça, nous allons le montrer jour après jour dans cette campagne. Il n'y a aucune différence. Et c'est bien le problème. C'est pour ça ce sont les éléments de langage. C'est qu'il n'y a pas de différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. De même qu'il n'y avait pas de différence entre Valérie Pécresse et Édouard Philippe. D'ailleurs, l'un ou l'autre aurait pu être Premier ministre d'Emmanuel Macron en 2017. C'est ça le problème. Sur quel sujet? Sur tous les sujets.
plus d'immigrés qui entraient en France sous Nicolas Sarkozy que sous Lionel Jospin. Alors pourquoi on va vous faire confiance cette fois-ci? Je suis un déçu de l'UMP, je suis un déçu de Nicolas Sarkozy. Si on avait fait à l'époque la moitié de ce qu'on avait promis, Nicolas Sarkozy aurait été réélu en 2012. À un moment donné, je veux dire, errare humanum est, perseverare diabolicum. On ne peut pas sans arrêt faire toujours les mêmes erreurs en croyant que ça va changer. Rien n'a changé en plus. Valérie Pécresse, c'est une modérée, c'est une chiracienne historiquement, c'est quelqu'un proche de Juppé, donc par définition, elle aurait pu... Donc il ne se passera rien si elle arrive au pouvoir, quoi. Il se passera la même politique que depuis 40 ans, la même politique que sous Macron. Il n'y aura pas de différence. Voilà. Ce sont des frères et sœurs. Benjamin Duhamel, oui, sur l'émission d'hier soir, il y a effectivement un premier sujet, c'est développer cette capacité à montrer la vision de la France. Parce qu'il y avait effectivement le fait d'assumer la compétence, le côté concret, une forme de courage, effectivement, à parfois dire, mais là, on ne peut pas avoir une réponse en termes de politique publique à chaque profil, mais pour autant, voilà, cette capacité à essayer de dessiner ce que sera la France dans les 5 ou 10 années à venir, là où, pour le coup, Emmanuel Macron, lui, va surjouer le côté France 2030 vision. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le second, c'est définir ce que peut être le pécressisme. Valérie Pécresse n'a de cesse de se définir par rapport aux autres. 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher, le chiracisme, le fillonisme, la référence au Karcher pour Nicolas Sarkozy. Effectivement, cela permet de cranter un certain nombre d'éléments, une femme d'ordre, les références idéologiques, mais il faut aussi parler d'elle, et ce sera sans doute un des sujets de la campagne à venir pour réussir à essayer de percer dans cette campagne. Merci, messieurs, dames. L'actualité continue sur BFM TV.